Bonjour à toutes et à tous. Alors, il existe un code un peu invisible qui régit en fait chaque aspect de notre santé. Pensez-y une seconde, de la simple prise de sang jusqu'à l'intelligence artificielle qui posera les diagnostics de demain. Ce code, ce n'est pas une loi votée par un parlement, non, mais son pouvoir est immense. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ce qu'on appelle le soft law. Voilà une question qui nous concerne absolument tous. Imaginez la scène. On est en vacances à l'autre bout du monde, disons à Tokyo, ou en déplacement pro à New York. Et là, on a besoin d'une analyse médicale. La grande question, c'est comment être sûr que le résultat sera fiable? Comment s'assurer que les standards de qualité d'un labo à Bruxelles, par exemple, sont exactement les mêmes partout ailleurs? Comment on crée cette confiance à l'échelle mondiale? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans ce concept, qui est assez fascinant d'ailleurs, le soft law, ou le droit souple. Attention, il ne faut pas imaginer une loi hyper rigide, gravée dans le marbre. Non, c'est plutôt un guide de bonne pratique, une sorte de code de la route mondiale pour la santé. Ce qui est incroyable avec ces normes, c'est qu'elles sont hyper détaillées et surtout, elles s'adaptent à une vitesse folle aux nouvelles technologies. En fait, c'est ça le vrai moteur de l'innovation et de la sécurité dans le secteur. Bon, alors, qui sont les architectes de ce fameux code invisible? Le premier grand nom à retenir, c'est l'ISO. Pour faire une image, si la santé mondiale était un immense bâtiment, l'ISO, ce serait un peu l'organisation qui dessine les plans techniques, pour s'assurer que tout est solide, tout est sûr, tout est fiable, peu importe où on se trouve sur la planète. L'ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. C'est une sorte de géant, mais un géant assez discret, né juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est important de noter que c'est un organisme indépendant, non gouvernemental, qui réunit des experts de 167 pays. Et leur mission, c'est de créer des normes basées sur un consensus mondial. C'est là que réside tout leur pouvoir, en fait. Une norme ISO, elle n'est pas imposée d'en haut, par un gouvernement. Non, elle est acceptée par les meilleurs experts du monde entier. Et ça lui donne une crédibilité immense. Et ce qui rend ces normes si solides, c'est vraiment la manière dont elles sont créées. Une norme ISO, ça ne s'écrit pas comme ça, en secret, dans un bureau. Pas du tout. C'est un véritable parcours du combattant. Ça commence par une proposition, puis c'est examiné par des comités d'experts. Ensuite, il y a une consultation publique où tout le monde peut donner son avis. Bref, ce processus est hyper rigoureux et il garantit que la norme finale, elle représente vraiment le summum de ce qu'on sait faire à un instant T. C'est ce qu'on appelle l'état de l'art dans un domaine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en théorie, une norme ISO, c'est complètement volontaire. Personne n'est forcé de l'adopter. C'est un peu comme une recette de cuisine d'un grand chef, on n'est pas obligé de la suivre. Sauf que, en pratique, tout le monde se met à l'exiger. Les gouvernements l'intègrent dans leurs lois, les assurances l'exigent pour les remboursements, les clients la réclament dans les contrats. Et là, tout d'un coup, la suggestion devient une condition absolument indispensable. Le volontaire devient en fait quasi obligatoire. Ok, pour que tout ça soit un peu moins abstrait, prenons l'exemple très concret. Un exemple qui nous a tous concernés un jour ou l'autre, une simple analyse de sang. Comment peut-on être sûr que le résultat est fiable? Eh bien, c'est précisément là qu'intervient une norme. Elle a un nom un peu barbare, je vous l'accorde, mais elle est essentielle. C'est la norme ISO 15189. Alors attention, le chiffre qui va suivre est assez stupéfiant. On estime que près de 60% des erreurs dans un laboratoire ne viennent pas de l'analyse elle-même. Non, elles se produisent avant même que l'échantillon soit analysé. On parle d'un échantillon mal prélevé, d'une étiquette qui a été échangée, d'un transport qui s'est fait à la mauvaise température. Et ces petites erreurs peuvent avoir des conséquences absolument dramatiques sur un diagnostic, et donc sur la vie des gens. Et voilà pourquoi la norme ISO 15189 est si importante. Elle a été créée précisément pour s'attaquer à ce problème, à ces fameux 60% d'erreurs. Elle ne se contente pas de vérifier que la machine qui analyse le sang fonctionne bien. Pas du tout. Elle impose un contrôle qualité total sur l'ensemble du processus. Ça part du moment où l'aiguille entre dans le bras, ça couvre le transport, l'analyse, jusqu'à l'envoi sécurisé du rapport au médecin. C'est une chaîne de confiance vraiment de bout en bout. Et là, on a l'exemple parfait de la transformation du soft law en hard law, la loi dure. Prenez la Belgique. Là-bas, si un laboratoire de biologie clinique veut être remboursé par la sécurité sociale, il n'a tout simplement pas le choix. Il doit être accrédité selon cette norme ISO 15189. C'est non négociable. On voit bien comment une recommandation internationale devient une condition économique et légale absolument incontournable. Allez, on change de décor. On a vu l'ISO, passons maintenant à un autre acteur clé, l'OCDE. Si on reprend notre image de tout à l'heure, si l'ISO écrit les manuels techniques, l'OCDE, elle, rédige plutôt les grands principes philosophiques qui vont guider les futures lois, surtout en matière de données et d'intelligence artificielle. L'OCDE, ou l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est une sorte de grand think tank pour les pays développés. Son boulot, c'est d'analyser les grandes tendances économiques et sociales et de produire des recommandations. Et là encore, on est bien dans du soft law. Ce sont des instruments non contraignants. Mais attention, leur influence est considérable.
Regardez bien ce tableau, c'est assez fou. On est en 1980, l'Internet grand public n'existe même pas. Et pourtant, l'OCDE est déjà en train de poser les bases de la protection de nos données personnelles. Spécifier pourquoi on collecte les données, ne pas les utiliser pour autre chose, garantir leur sécurité, ça ne vous rappelle rien? Bien sûr que si, c'est tout simplement l'ADN du fameux RGPD européen, mais écrit des décennies avant tout le monde. Allez, on fait un grand saut dans le temps, on arrive en 2019, l'intelligence artificielle est partout et ça soulève tout un tas de questions. L'OCDE intervient à nouveau et publie les tout premiers grands principes mondiaux sur l'IA. Et au cœur de leur message, il y a cette idée qui est absolument fondamentale. La technologie, aussi puissante soit-elle, doit toujours respecter l'état de droit, les droits de l'homme et les valeurs démocratiques. Et vous vous en doutez, comme pour les données personnelles en 1980, cette recommandation n'est pas juste restée une belle déclaration d'intention dans un rapport poussiéreux. Non, elle a servi de fondation, de socle, à l'une des législations les plus ambitieuses de notre époque. Voilà, tout simplement, l'IA Act de l'Union européenne de 2024. C'est l'illustration parfaite de comment une idée, un simple principe de soft law, finit par prendre corps. Ces lignes directrices de l'OCDE ont directement inspiré toute la structure, toute la philosophie de l'IA Act, qui est, rappelons-le, la première grande loi au monde à encadrer l'intelligence artificielle. Le principe directeur est devenu une loi bien réelle, bien concrète. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. On observe exactement le même schéma, la même dynamique pour les données de santé. En 2016, l'OCDE pose les principes d'une bonne gouvernance de ces données. Et aujourd'hui, ces principes sont la pierre angulaire du grand projet d'espace européen des données de santé. Un projet qui vise à créer un marché unique pour l'information médicale, tout en garantissant la confiance et la sécurité des citoyens. Le même schéma se répète. Ok, on a vu le rôle de l'ISO, celui de l'OCDE. Maintenant, revenons à la question de départ. Concrètement, pour un hôpital ou un laboratoire au quotidien, quel est l'impact réel de tout ce soft law? La réponse est assez simple en fait. Le soft law est devenu leur système d'exploitation. C'est lui qui va définir ce qu'est l'état de l'art, si jamais il y a un litige juridique. C'est le guide indispensable pour être sûr de respecter des lois de plus en plus complexes. C'est aussi un outil essentiel pour gérer les risques, qu'ils soient juridiques ou financiers. Et enfin, c'est la boussole qui indique comment intégrer les nouvelles technologies sans mettre en danger les patients. Bref, il est au cœur de absolument toutes les opérations. Et il faut bien comprendre qu'on ne parle pas juste d'une ou deux normes qui se baladent. Non, c'est un véritable écosystème qui couvre tous les aspects de la gestion d'un hôpital moderne. Ça va de la cybersécurité avec la norme ISO 27001, à la gestion de crise en cas de pandémie avec ISO 22301, en passant par la sécurité des appareils médicaux et même l'impact environnemental de l'hôpital. C'est partout. Donc, pour bien résumer, quelle est la différence fondamentale? La loi dure, la réglementation classique, c'est un peu comme un paquebot. C'est puissant, c'est contraignant bien sûr, mais c'est lent à manœuvrer et c'est souvent en retard sur la technologie. Le soft law, au contraire, c'est une flotte de hors-bord, beaucoup plus agile. Il est créé par des experts du terrain, il s'adapte en permanence et il offre un cadre sécurisé là où la loi n'a tout simplement pas encore eu le temps d'arriver. Au final, ils ne sont pas opposés, ce sont les deux faces d'une même pièce et les deux sont indispensables au bon fonctionnement de notre système de santé. Et donc la grande question qui se pose pour l'avenir, c'est celle-ci. Alors que la santé devient de plus en plus numérique, qu'elle est pilotée par l'IA, qu'elle n'a plus de frontières, est-ce que ce soft law, qui est agile, global et basé sur le consensus, ne va pas devenir au final la forme de régulation la plus puissante de toutes? C'est une question qui, à coup sûr, façonnera la médecine de demain. Merci beaucoup.